Alors bonjour à vous tous et à vous tous. Je suis ravie d'être la marraine de cet atelier cette année. Donc c'est l'atelier qui s'intitule Les enjeux et les axes du changement. Alors en quelques mots qui je suis. Donc je m'appelle Odile Deneyer, je suis coach professionnel et consultant en développement des organisations. J'ai fondé ma société Coaching OD il y a 2 ans, après avoir accompagné pendant 4 ans dans un grand groupe international des dirigeants pour le déploiement de leur vision stratégique, des managers, des collaborateurs pour leur changement, leur transformation, leurs évolutions, et aussi des équipes pour les faire évoluer dans leur façon de collaborer et de travailler ensemble. Alors avant d'être coach professionnel et consultant en développement des organisations, j'ai moi-même été manager hiérarchique. J'ai aussi fait du management transverse et j'ai fait du management de projet. Alors, qu'est-ce un changement? Puisque l'objectif, c'est de parler du changement. Un changement, si on regarde la définition de Wikipédia, c'est un changement désigne le passage d'un état à un autre. Alors, si on s'en réfère à cette définition, et si on regarde autour de soi, on arrive rapidement à la conclusion que finalement, le changement, le monde autour de nous est en perpétuel changement. D'abord, nous-mêmes, nous changeons, nous sommes en perpétuel changement. Physiquement, nous changeons et c'est peut-être là que nous voyons plus le changement, mais il n'y a pas que notre physique qui change, il y a aussi notre façon de faire. Même si nous sommes des coutumiers, nous avons envie de faire, de répéter les choses de la même manière, en fait, nous ne les faisons pas de la même manière réellement. Et si nous regardons nos pensées, eh bien nos pensées aussi évoluent avec le contact de la réalité et avec le contact des autres. Alors il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui est issu de la philosophie d'Héraclite et qui illustre bien ce concept de ce perpétuel changement. Il dit qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. En fait, quand on se croit se baigner, quand on va au même endroit pour se baigner, on croit qu'on se baigne dans la même eau. En fait, l'eau a évolué, l'eau est passée, c'est plus la même, l'environnement a changé. Alors, donc, en conclusion, le monde finalement est en mouvement perpétuel. Donc le changement est vraiment partout en nous et autour de nous. Pendant ces 20 années professionnelles au sein du grand groupe international dans lequel j'ai travaillé, j'ai pu accompagner de multiples changements et des changements très différents. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui concernent la façon de travailler, individuellement ou collectivement, mais il y a aussi des changements qui concernent les structures, les organigrammes, les responsabilités. Et puis, il y a aussi des changements qui concernent la culture, des changements culturels, souvent issus, ces changements issus de rachats ou de fusions d'entreprises, et donc avec une influence d'une autre culture. Alors la plupart de ces grands changements structuraux ou culturels sont en général initiés par les dirigeants avec une raison assez simple qui est souvent de pouvoir rester sur le marché et qui subissent des pressions, soit des actionnaires ou des clients ou du marché, la concurrence, pour pouvoir donc être toujours aussi compétitifs, ils doivent faire évoluer. Alors pour parler du changement, je vais vous proposer aussi de visiter ou de revisiter un principe systémique qui s'intitule l'homéostasie. En fait, tout système a une tendance naturelle à se maintenir dans les normes actuelles de fonctionnement. Et quand on introduit un changement dans un système, il y a une résistance au changement. Et cette résistance est un mécanisme de défense naturel pour conserver la cohérence du système. Donc quand je parle de tout système, ça peut être aussi bien nous en tant qu'individus ou une organisation d'individus. Donc on va chercher à garantir notre survie par un ensemble de phénomènes de régulation qui nous permettent de préserver le fonctionnement, enfin notre fonctionnement, le fonctionnement du système à l'identique. Donc quand on parle de changement, eh bien les résistances vont de pair. Alors, quand on a cette connaissance-là, si on pense qu'il suffit d'annoncer une décision technique ou une décision organisationnelle pour qu'elle soit acceptée,
Si on pense que voilà, on va exposer le changement désiré et que tout va rouler hein, sans aucun effort de notre part, alors là, c'est vraiment, eh bien, on se trompe vraiment. Et c'est pour ça qu'on observe beaucoup de changements qui finalement arrivent à des non-changements. Et j'allais dire, c'est presque le retour à la case départ, hein. Donc, comment éviter ce retour à la case départ? Comment éviter ces non-changements, finalement, ces résultats de non-changement? Alors, la première des choses à faire, déjà, c'est de vous investir. Pour ceux qui ont envie d'initier ce changement, de vous investir. Et la première étape, c'est de réfléchir aux enjeux et aux axes du changement. Alors, qu'est-ce un enjeu? J'aime décrire ce mot finalement en deux mots. C'est-à-dire que enjeu, je sépare avec en et je. Finalement, c'est qu'est-ce qu'il y a en jeu dans le changement. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on va gagner à changer et qu'est-ce qu'on le va perdre si on ne change pas. Une entreprise qui n'a rien en jeu n'a pas de raison à se transformer et elle n'a pas de raison à demander à ses collaborateurs de changer. Donc il ne s'agit pas de changer pour changer parce que le système ne va pas va vraiment réagir en forte résistance et ne va pas changer. Alors dans les entreprises, les changements sont souvent motivés par deux types de sources. Le premier, ça peut être l'insatisfaction des actionnaires ou l'insatisfaction des clients, qui vont donc mettre la pression sur les dirigeants, alors qui eux-mêmes mettent la pression sur les managers et qui eux-mêmes mettent la pression sur les collaborateurs pour trouver des solutions. Donc en passant, on voit que bien souvent, ceux qui vont devoir changer, ce n'est pas ceux qui sont insatisfaits du résultat. L'autre source de motivation d'un changement dans les entreprises, ça peut être l'anticipation de besoins de clients ou alors un désir de prendre une part de marché, de se développer sur le marché, et qui va aussi nécessiter des stratégies de changement. Alors dans le premier cas, où la pression est plutôt mise par les actionnaires ou les clients, là, on se doute bien que le changement va plutôt être imposé et par les dirigeants et qui va susciter énormément de stress et de résistance au changement. Dans le deuxième cas, lorsque c'est une réflexion, une anticipation, cette anticipation et cette réflexion peut être co-construite avec tous les acteurs de l'entreprise. Et il sera un peu plus facile de faire adhérer le système à ces changements, même si on va quand même rencontrer des résistances qui sont tout à fait naturelles. Dans les deux cas, il est important d'accompagner le changement. Donc, quand je vous parlais d'enjeu, finalement, l'enjeu, qu'est-ce qu'une entreprise a à gagner à changer et qu'est-ce qu'elle a à perdre à ne pas changer? Alors, on parle souvent de compétitivité de l'entreprise sur le marché. Et je vais dire, parfois, c'est même une question de survie de l'entreprise. Si elle ne reste pas compétitive, c'est-à-dire que si elle ne change pas pour pouvoir rester compétitive, eh bien le risque, c'est qu'elle ne puisse plus exister et qu'elle ne puisse donc plus fonctionner et qu'elle doive fermer et donc licencier ses collaborateurs. Donc le risque peut être très important. En tout cas, il est important d'y réfléchir et d'en prendre conscience. Il est aussi important de réfléchir au niveau des individus. Finalement, qu'est-ce qui est en jeu pour eux dans ce changement? Donc, qu'est-ce qu'ils vont gagner et qu'est-ce qu'ils peuvent perdre à ne pas changer? Alors, ce qu'ils peuvent gagner, par exemple, si c'est un changement d'un outil, d'un processus, ça peut être une facilité de réalisation de leurs tâches, de leur métier. Donc ça, c'est ce qu'ils pourraient gagner. Ce qu'ils peuvent perdre, par contre, c'est s'ils ne font pas dans le sens du changement, s'ils ne vont pas dans ce changement d'outil, de processus, ce qu'ils peuvent perdre, c'est leur performance, des performances qui vont en pâtir. Et si les performances en pâtissent, eh bien, il peut y avoir des impacts sur la rémunération. Il peut aussi avoir des impacts sur le maintien de la personne dans son travail, ou alors l'impact tout court de cet emploi dans l'entreprise. Donc il est important de réfléchir à cet enjeu aussi bien au niveau collectif, entreprise, qu'au niveau individuel. Alors quand on répond à la question qu'est-ce qu'il y a en jeu pour le changement, on répond souvent aussi à la question quel est le sens de ce changement. Et le mot sens voulant dire signification du changement mais aussi direction du changement. Et c'est répondre à deux questions en fait. C'est pourquoi ce changement, quelle est la signification de ce changement? Et pourquoi faire ce changement? C'est-à-dire on veut aller où? On cherche à atteindre quoi? On cherche à changer quoi?
Alors, afin de continuer sur cette notion d'enjeu et d'axe du changement, je vous propose d'aller faire un tour chez les anglo-saxons. Et de vous proposer donc deux éléments qui sont issus d'une méthodologie d'accompagnement du changement qui s'intitule OD, Organizational Development, ou développement des organisations en français. Donc, avant de vouloir faire évoluer un système, dans l'OD, il est important de réfléchir et de préparer deux éléments qui nous serviront à la communication et au déploiement du changement. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle, donc ça c'est une appellation anglo-saxonne, le why reasoning, c'est-à-dire pourquoi changer, et de construire une argumentation qui donne ces raisons du changement désiré. Et cette argumentation, elle doit être construite sur des faits marquants. Alors, on peut s'inspirer de l'environnement, du contexte de l'entreprise. Et ces faits marquants, cette argumentation a pour objectif de faire réagir toute l'organisation, de la faire agir afin qu'elle comprenne l'utilité de ce changement et qu'elle commence à adhérer à l'idée du changement. Le deuxième élément qu'il est important de préparer, c'est ce qu'on appelle aussi en anglo-saxon, en langage anglo-saxon, c'est la target image, c'est-à-dire l'image cible du changement. C'est-à-dire la vision de l'état désiré après avoir changé. Et là, c'est important d'avoir une image très concrète de là où on veut aller avec ce changement. Et c'est important de préciser donc quel changement on a envie de voir et donc quels sont les impacts du changement sur le fonctionnement de l'entreprise. Et ces impacts, souvent on les appelle les axes du changement. Alors, qu'est-ce qui peut être impacté par un changement? Et là, je vais vous proposer 6 catégories d'impacts que l'on retrouve régulièrement dans les entreprises. Alors, est-ce que le changement va impacter? Premier impact possible, il impacte les technologies, c'est-à-dire les outils utilisés dans l'entreprise, les outils de production, les outils informatiques, mais aussi les processus, les façons de faire individuellement et collectivement. Deuxième impact qu'il peut y avoir, c'est l'impact sur les compétences, les métiers qui peuvent avoir besoin d'évoluer, de changer. Troisième impact possible, c'est les structures, c'est-à-dire l'organisation, les organigrammes ou les implantations des entités ou des entreprises. Quatrième impact possible, c'est les modes de gestion et les modes de contrôle. Là, plus précisément, c'est le fonctionnement des ressources humaines, le management utilisé dans les entreprises ou les fonctions support. Est-ce qu'il y en a et quel est leur rôle? Cinquième impact possible, c'est les structures de pouvoir et les modes de décision. Donc tout ce qui concerne les comités de décision et la façon dont les décisions vont être prises dans l'entreprise. Le sixième impact, ça concerne la culture. Alors on le voit plus souvent dans les rachats ou les fusions d'entreprises où c'est un rachat ou une fusion avec des groupes qui sont de différentes cultures. Et donc quand on dit culture, c'est les valeurs de l'entreprise et les comportements attendus des individus dans cette entreprise. Donc voilà, je vais lister 6 impacts possibles que l'on peut étudier dans un changement. Alors une fois identifiés ces impacts, il est important dans chacune de ces catégories d'impact de se poser la question très précise, c'est qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer et au niveau individuel et au niveau collectif? Et qu'est-ce qui va changer à chaque niveau de l'organisation? Il y a 2 erreurs que j'ai observées assez courantes dans l'accompagnement du changement. La première, c'est justement de ne pas faire cette réflexion déjà au niveau individuel, souvent on raisonne au niveau entreprise, collectivement, et de ne pas faire cette réflexion à tous les niveaux de l'organisation. Et d'oublier parfois certaines personnes qui vont devoir changer, qui sont impactées par le changement, mais comme on les oublie, elles ne vont pas savoir ce qu'elles doivent faire et elles ne vont pas savoir comment elles vont pouvoir contribuer à la réussite de ce changement. Ça, c'est une erreur vraiment importante à ne pas faire, à éviter. La deuxième erreur, c'est de croire que quand on accompagne un changement, on va n'accompagner que la partie hard de l'entreprise et non pas la partie soft. Alors je m'explique. La partie hard d'une entreprise, en fait, c'est tout ce qui concerne les processus, les outils, les façons de faire son travail. Ce qu'on appelle la partie soft, c'est tout ce qui concerne finalement les personnes humaines, avec leur propre comportement, les relations qu'elles entretiennent entre elles, les croyances qu'elles ont, les valeurs qu'elles respectent.
Ça, c'est la partie soft. Et encore, aujourd'hui, on trouve beaucoup de dirigeants qui persistent à croire que ces deux parties sont totalement déconnectées. Et puis, certains aussi persistent à croire que la partie soft n'a pas son importance dans l'accompagnement du changement. La meilleure façon de ne pas déconnecter ces deux parties, c'est de penser à un iceberg. Si vous imaginez un iceberg, il y a une partie visible au-dessus de la ligne de flottaison et il y a une partie invisible. Et l'on sait ce que cela coûte de ne pas avoir conscience de cette partie invisible et de ne pas en tenir compte. Ça fait couler des bateaux et des bateaux bien célèbres. Donc quand on parle d'accompagnement de changement, la réussite de ces accompagnements, elle réside vraiment dans le fait de prendre en compte tout l'iceberg, aussi bien la partie visible que la partie invisible. Alors bien souvent, il y a des entreprises qui font appel à des consultants ou à des coachs pour accompagner le changement. Et elles ont raison. C'est important d'avoir quelqu'un qui puisse être là en support pour ce changement. Mais il y a des erreurs qui sont faites. Non seulement, quand on fait appel à un coach, il a plus l'habitude d'accompagner la partie invisible de l'iceberg. Et quand on fait appel à un consultant, il a plus l'habitude d'accompagner la partie visible de l'iceberg. Donc une des erreurs, c'est de toujours déconnecter ces deux parties. Et c'est pour ça que moi, dans mon métier, j'aime me présenter en tant que coach et consultant en développement des organisations, parce que j'ai des formations et des expériences que j'ai acquises dans cet accompagnement qui permet de prendre en compte tout l'iceberg. Et pour moi, c'est là où réside le succès d'un changement. Alors, en conclusion, après tout ce que je viens de vous dire, donc qui dit changement dit émotion, émotion de peur. Qui dit changement dit résistance, qui sont des dispositifs naturels de défense d'un système pour maintenir sa cohérence. Donc pour qu'un système arrive à changer, c'est-à-dire à s'installer dans un nouvel état, dans un nouveau mode de fonctionnement, ceci de façon durable et pérenne, il est important qu'il comprenne les enjeux de ce changement. C'est-à-dire qu'il comprenne ce qu'il gagne à changer et ce qu'il perd à ne pas changer. Il est important qu'il comprenne le sens de ce changement, la raison de ce changement et l'état final qu'il doit atteindre. Et on parle en langage OD, la méthodologie d'accompagnement des changements, développement des organisations, de deux éléments importants à construire avant d'implémenter ou de demander à un système de changer. Le premier élément, c'est le why reasoning, c'est-à-dire l'argumentation qui explique les raisons de ce changement. Et cette argumentation, elle doit suffisamment être précise et s'inspirer de faits marquants de l'environnement du système pour que toute l'organisation de ce système comprenne et adhère à l'idée de ce changement. Le deuxième élément, c'est le target image, c'est-à-dire l'image cible, l'image de l'état final que le système doit atteindre. Et pour définir cette image cible, et c'est là qu'il est important de pouvoir identifier, étudier les impacts du changement de façon précise et concrète à tous les niveaux de l'organisation. Il est important d'avoir cette précision, ces impacts à tous les niveaux de l'organisation pour que chaque personne de l'organisation soit acteur dans le changement et puisse relier ses actions avec l'objectif du changement. C'est pour ça qu'il est important d'étudier et de faire une cartographie des acteurs du changement, ce que vous verrez dans le prochain atelier. Donc voilà, j'étais ravie de participer à cette formation et de faire la conclusion de cet atelier. J'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur les enjeux et les axes du changement grâce à mes expériences. Et je vous souhaite de continuer cette formation avec grand plaisir. Et puis je vous souhaite aussi de beaux changements à venir.